Nous allons démarrer à présent le regard croisé de ce matin. Et ce matin, nous allons parler d'éducation et de décentralisation, deux sujets d'actualité que nous allons aborder ce matin dans le regard croisé. Nous démarrons par l'éducation. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2026-2027, la question de la préparation des établissements scolaires revient au devant de l'actualité. Dans une note en date du 31 juillet 2026, le ministère des Enseignements maternels et primaires dénonce l'absence délibérée de certains enseignants pendant la période de pré-rentrée. Le ministère rappelle que cette période est consacrée à plusieurs activités préparatoires et qu'elle nécessite la présence effective des enseignants et des élèves. Pour renforcer le respect de ces dispositions, des séances de travail sont annoncées à différents niveaux de la chaîne éducative. Surtout, le ministère prévient que des procédures disciplinaires appropriées seront engagées contre les enseignants dont l'absence sera constatée lors de la mission de contrôle prévue du 7 au 11 septembre 2026 entre obligations professionnelles, préparation pédagogique et menace de sanctions. Cette décision suscite des interrogations. Pourquoi certains enseignants sont-ils absents pendant la pré-rentrée? Les sanctions sont-elles nécessaires et efficaces? Et surtout, comment garantir une pré-rentrée réellement utile à la réussite de la rentrée scolaire? C'est autour de ces questions que nous ouvrons aujourd'hui notre regard à croiser. Nativité Yomé, à nouveau bonjour. Bonjour, Bernice Koukoudou. Thomas Runjo, bonjour. Bonjour, Bénis Koukoudi. Nativité Yehoumé, qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement de la pré-rentrée et quelle est son importance, son utilité dans la préparation de la rentrée? Tel que c'est intitulé, on dit la pré-rentrée. Euh, une période qui précède la rentrée. Et au cours de la pré-rentrée, je crois qu'on prépare l'établissement, on prépare l'école. Parce que vous savez, les apprenants sont allés en vacances. Les cours des établissements, des écoles, sont devenus herbeux. Il faut faire le saclage, le nettoyage. Il faut disposer les tables bancs dans les salles de classe. Il faut réparer ce qui est à réparer. Donc, je crois que pendant une semaine, les enseignants consacrent euh, le temps nécessaire pour organiser les apprenants à pouvoir s'occuper des nettoyages, à s'occuper du saclage pour pouvoir mieux préparer l'établissement avant le jour J. Le jour J, c'est la rentrée proprement dite. Ce n'est pas le jour de la rentrée qu'il faut commencer par faire encore le nettoyage. Raison pour laquelle, dans le calendrier scolaire, le gouvernement a instauré ce que nous appelons la pré-rentrée qui consiste à préparer l'école avant la rentrée proprement dite. D'accord, oui, Thomas Runjo, pour vous, c'est quoi la pré-rentrée? Oui, la pré-rentrée, c'est une période qui permet aux enseignants et aux directeurs d'établissement et de faire une projection sur la rentrée proprement dite et dépoussiérer les établissements, voir ce qui ne va pas au niveau du mobilier, de la toiture, et réparer corriger ces petits détails. Et c'est aussi le moment de donner les fournitures aux enseignants pour préparer petitement les classes. D'accord. Une activité Yehoume, au cours de cette pré-rentrée, on constate qu'il y a des enseignants qui sont absents. Et c'est d'ailleurs cette raison, c'est à cause de cela que le ministère en charge de l'enseignement maternel et primaire a sorti une note pour, c'est-à-dire prévenir ces enseignants-là qui sont absents lors de la pré-rentrée. C'est des choses que nous constatons.
à chaque rentrée, hein. Et quand on parle de pré-rentrée, c'est que ce n'est pas encore rentré dans les habitudes de tous les Béninois, y compris les enseignants dont vous parlez, parce qu'on constate également des, des absences de la part de ces enseignants qui sont appelés à encadrer les apprenants pendant cette période. Et c'est pour prévenir des sanctions que le ministère, à travers le directeur de cabinet, informe ces enseignants qui ont l'habitude de manquer à ces pré-rentrées qu'il y a des sanctions. Et pour ne pas tomber sous le coup de la loi, il faut que chacun prenne ses dispositions pour prendre part à la pré-rentrée. Parce que si l'enseignant n'est pas là, qui va encadrer les apprenants? C'est difficile que les élèves même viennent, que les élèves viennent à l'école quand on parle de pré-rentrée. Et ceux qui ont fait l'effort de venir ne trouvent pas leur enseignant pour pouvoir les encadrer. Donc l'établissement restera comme ça jusqu'à la rentrée proprement dite. Or, il est dit que le jour de la rentrée, les cours démarrent automatiquement. Les enfants viennent, les apprenants, les élèves viennent en kaki, en tenue kaki, viennent avec les fournitures. Pendant la pré-rentrée, ce qui est recommandé, c'est que l'enseignant donne déjà la liste des fournitures aux apprenants et l'apprenant s'apprête avant le jour J. Donc, si l'enseignant n'est pas venu à l'école, comment il pourra vraiment donner l'emploi du temps à son élève? Donc, je crois que ce que disait le ministère, c'est vraiment important, c'est très capital, sérieux. Chacun de nous doit pouvoir mettre ça en pratique et comprendre que la pré-rentrée a une utilité. Si la pré-rentrée n'a pas une utilité, le gouvernement ne peut pas l'inscrire dans le calendrier scolaire. Donc, et enseignants et apprenants doivent comprendre l'enjeu, l'importance de la pré-rentrée. D'accord, Thomas Runjo, la même question pour vous. Le ministère affirme que certains enseignants s'absentent délibérément à leur poste pendant la pré-rentrée. C'est vrai, le constat a été bien fait par les autorités du ou des ministères. Et certains enseignants du retour des vacances jouent encore aux prolongations et outrepassent leurs droits et méprennent leurs droits vis-à-vis de leur employeur. Et alors que c'est une période très sensible et qui est de trait d'union entre les vacances et la rentrée proprement dite. Donc, la pré-rentrée permet aux chefs d'établissement, aux enseignants de donner la liste des fournitures aux enfants, de l'emploi du temps. Chaque enseignant connaît sa classe et puis il prépare sa rentrée paisiblement. Et d'ici le 14, la rentrée proprement dit, je crois que les cours vont démarrer. Et ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a des contrôles inopinés sur le terrain. Et je crois que ce n'est pas bon quand on vous surprend comme ça dans la négligence du travail. Oui, exactement. En parlant de contrôle, je crois que dans la note, il est dit qu'il y aura ces contrôles qui vont se dérouler du 7 au 11 septembre 2026. Et si au cours de ces contrôles-là, on constate qu'il y a un enseignant qui est absent à son poste, le gouvernement annonce des procédures disciplinaires. Thomas Hunjo. Oui, tout à fait. Quand on constate que vous n'êtes pas au poste, on vous applique automatiquement des sanctions. Les sanctions sont de divers ordres. Il y a sanctions
premier degré, deuxième degré. Je crois que et, l'enseignant qui est averti est tenu de prendre ses dispositions pour être à jour vis-à-vis de son travail, vis-à-vis des autorités. D'accord. Une activité Yéoumé, des sanctions sont annoncées contre ces enseignants-là qui seront absents lors de la pré-rentrée. Oui, c'est normal. C'est pour amener ces enseignants à respecter euh, la consigne, ou bien les consignes euh, du ministère. Vous êtes enseignant, vous devez respecter ce qu'on vous demande. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on organise la pré-rentrée. La pré-rentrée, c'est à chaque rentrée au Bénin. Et ce n'est pas aujourd'hui non plus que vous êtes devenu enseignant. Donc, prenez vos dispositions. Prenez vos dispositions et ce qui vous empêche de participer aux pré-rentrées. Et si c'est un programme que vous avez mis pour cette période, il faut déplacer ce programme-là. Pourquoi ne pas ramener ça avant la pré-rentrée? Pour que le jour de la pré-rentrée, vous ne soyez pas absent. Parce que si on fait ce contrôle et on constate votre absence, vous serez sanctionné. Mais ne dites pas que le gouvernement est mauvais. Le gouvernement n'est pas mauvais, c'est votre comportement qui a amené le gouvernement à agir. Parce que à travers la note, le gouvernement est en train de prévenir. Donc, chacun des directeurs d'établissement, les directeurs départementaux ont reçu déjà la note et certainement dans les forums des enseignants, c'est déjà envoyé pour que chaque enseignant soit informé. La pré-rentrée est le capital. Vous ne devez pas manquer à la pré-rentrée. Maintenant, il peut y arriver. Nous sommes des êtres humains. Il peut y avoir des exceptions. Mais s'il y a des cas comme ça, des cas de maladie, il faut tenir informé votre hiérarchie pour qu'en son temps, elle puisse communiquer ça au ministère. Là, vous ne serez plus sanctionné. Mais si vous vous taisez, que vous ne dites rien, on va constater votre absence et comme ça, on va vous sanctionner. Donc, chacun n'a qu'à prendre des dispositions pour ne pas tomber sous le coup de ces sanctions prévues par la note ministérielle. Est-ce que ces sanctions-là peuvent-elles réellement améliorer la présence des enseignants lors de la pré-rentrée? Mais en principe, il ne devrait même pas y avoir de sanctions. Il ne devrait même pas y avoir de prévention. Parce qu'on dit, chaque année, on sait qu'il y a pré-rentrée. C'est comme si il faut avoir le bâton derrière l'être humain. Oh, l'être humain n'est pas un être animal parce que les animaux ont besoin du dressage. Mais c'est comme si ici, en utilisant la chicotte ou bien le bâton, on veut que le gouvernement contrôle, le gouvernement vienne avec la chicotte tous les jours, tous les ans. Non, tout est question de prise de conscience. Tout est question de prise de conscience. Vous savez que vous êtes enseignant. Les vacances, c'est pour un temps. Et à la fin des vacances, il y a la pré-rentrée qui est là. Pour moi, on n'a même pas besoin d'attirer l'attention pour même jusqu'à parler des sanctions. Non, c'est parce qu'on ne veut pas prendre les choses au sérieux que les sanctions tombent.
Si on est conscient de ce qu'on veut faire, mais on ne vous a pas forcé à être enseignant. C'est d'abord un métier que vous-même vous avez choisi par vocation. Donc on ne doit même pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Volontairement, vous-même, vous allez le faire. Vous savez ce qu'on fait chaque année. Donc, pour moi, quand vous parlez d'amélioration, bon, on n'a même pas besoin de rappeler quoi que ce soit, hein. Si quelqu'un est absent, là, il a choisi d'être sanctionné. D'accord, oui, Thomas Hundjo. Nous tendons vers la fin de la première partie de cette émission. Est-ce que vous pensez que ces enseignants ont besoin forcément de sanctions avant d'être présents lors de la pré-rentrée? Oui, étant donné que c'est une note de service ministériel, l'enseignant est tenu de respecter les instructions officielles. Mais quand il s'affiche en absentéisme avéré, je crois qu'il tombe sous le coup de la loi et les sanctions vont suivre. Le chef d'établissement peut aller jusqu'à lui foutre une demande d'explication pour se couvrir. En cas de cas s'il y a, je crois que l'enseignant va répondre de ses actes. D'accord, merci Thomas Hundjo, merci Nativité Yehoumen. Après cette première actualité consacrée au secteur éducatif, intéressons-nous à présent à la gouvernance locale avec la désignation prochaine des chefs de village et de quartier de ville. La désignation, bien sûr, des chefs quartiers et des chefs de village, bien sûr, au Bénin. Sachez que l'Union progressiste, le renouveau, vient de fixer les critères et les modalités de sélection de ces militants appelés à occuper ces fonctions dans les localités où le parti dispose de sièges. Dans une directive datée du 10 août 2026, l'UPR, le renouveau, exige notamment des candidats, il exige de ces candidats un militantisme et un engagement avéré au sein du parti. Ils doivent également être des notables de bonne moralité et de bonne réputation, résider effectivement dans la localité concernée, jouir de leurs droits civiques et civils et être à jour de leurs cotisations. Les candidatures doivent remonter des sous-sections vers les sections avant la désignation définitive. Par la direction du parti, les fiches de synthèse doivent être transmises entre le 15 août et le 15 septembre 2026. Ces critères soulèvent toutefois plusieurs interrogations. Quelle place pour les compétences et la confiance des populations dans le choix des futurs responsables locaux? Le militantisme doit-il être un critère déterminant pour exercer une fonction de proximité? Et comment concilier les exigences du parti avec les attentes des communautés? C'est autour de ces questions que nous allons discuter à présent avec les confrères Nativité à nouveau bonjour, Thomas Hundjo à nouveau Bonjour. bonjour. Nativité Yehoumen, l'UPR, le renouveau, fixe notamment comme critère un militantisme, un engagement avéré au sein du parti dans le choix des CV et des sécu. Qu'est-ce que vous pensez de ces critères-là? Ce sont des critères bien définis et ça prouve que euh, le parti est à l'écoute des citoyens parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on parlait de la désignation, il y a des murmures par-ci, par-là. Comment se fera cette désignation? Qui sera désigné? Beaucoup de questions se posent à ce niveau. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est deux partis qui vont désigner les chefs de village et chefs de quartier et un parti a fixé des critères pour cette désignation. Je crois que c'est une très bonne chose
On ne va pas regarder en l'air pour désigner. Il faut partir sur des bases. Je crois que l'Union progressiste, le renouveau, vient de tracer la ligne à suivre pour la désignation des chefs de village et de quartier de ville. Les critères que vous avez énumérés, ce sont des critères qui ne dépassent pas si vous avez vraiment la volonté de gérer votre localité. Parce que on dit quoi? L'un des critères, l'un des critères parle de la résidence. Vous devez résider dans le milieu. Ça, c'est très capital. Mais ce n'est pas parce que je suis militant, c'est vrai, je suis du village, mais je réside à Cotonou. Je réside à Porte-Nouveau. Et quand il s'agit de chef de quartier, chef de village, je souhaite qu'on me désigne. Là, je n'ai pas la chance d'être désigné. Ce seul critère va faire que beaucoup ne verront pas le nom parmi ceux-là qui seront désignés chefs de village et chefs de quartier. Parce que si vous ne résidez pas dans le quartier, comment vous allez maîtriser les réalités du quartier? Il faut résider dans le quartier pour savoir comment les choses se passent. Est-ce qu'il y a l'électricité? Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a sécurité? En matière de sécurité, comment se comporte le quartier? À quelle heure les gens se couchent? À quelle heure les buvettes ferment leurs portes? À quelle heure les églises ferment leurs portes? Vous devez maîtriser le village. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je serai chef de quartier ou chef de village. Ce que le parti a fait, je crois que si on respecte cette ligne qui est tracée, ce serait très bien et ça répond aux aspirations euh, du citoyen lambda, parce que les citoyens demandaient déjà au parti de faire une enquête de moralité sur ceux-là qui seront désignés. Une enquête de moralité s'impose. Quel est ton comportement? Comment tu te comportes? Est-ce que tu n'as pas de dossier sale? Est-ce que tu n'as pas été condamné une fois par la justice? Ton casier judiciaire va pouvoir démontrer tout ceci. Donc, un chef quartier, ce n'est pas une simple responsabilité. Mm, Donc, il faut que ces critères soient respectés. Je souhaite D'accord. que ça se respecte au niveau du bloc républicain également. D'accord. Thomas Rundjo, voilà le parti, l'UPR, le Renouveau, a affiché ses critères. Le militantisme, engagement avéré au sein du parti. Le chef quartier doit être de bonne réputation, bonne moralité, résider dans la localité et bien d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces critères-là? Je crois que les responsables de l'UPR ont bien vu la chose venir. On ne choisit pas qui on veut, mais comment on choisit celui qui mérite et qui répond aux critères. Donc, un chef de quartier doit quadriller sa juridiction territoriale et y résider. Parce que en cas de qu'est-ce qu'il a, c'est lui qui va répondre. Donc, il n'y a pas de je fais la campagne et choisissez-moi, je vais vous faire de belles choses. Et alors que quand on regarde un peu ton background, on voit que, bon, peut-être que c'est quelqu'un socialement n'est pas debout. Et ce n'est pas bon pour l'image de ta localité. Et je crois que les populations se régiront de cette décision prise par l'UPR. Car
celui qui gère une localité doit être un modèle. Il doit être avec la population, dans la population et partager avec les populations leurs problèmes au quotidien. D'accord. Nativité Yomé, est-ce que la compétence, l'expérience dans la gestion des affaires locales et la confiance des populations ne devraient pas être également, ne devraient pas occuper également une place importante dans le processus de sélection? Tout à fait. La confiance des citoyens, c'est très, très capital. Euh, vous êtes chef quartier pour gouverner, pour diriger le quartier. Et les citoyens n'ont pas confiance en vous. Mais vous ne pouvez rien faire, hein. Vous ne pouvez rien faire. D'autant plus qu'aujourd'hui, maintenant, c'est la désignation du chef quartier. Avant, les chefs quartiers avaient même des conseils de village. Je ne pense pas que pour cette fois-ci, on est de chef, on est de conseil de village, mais conseil de quartier. Vous allez travailler directement avec les citoyens à la base. Et si vous n'avez pas une bonne réputation, si vous ne faites pas des choses pour bénéficier de la confiance des citoyens, vous ne pouvez rien faire. Parce que si vous n'avez pas la confiance, les citoyens ne peuvent pas vous informer. C'est vrai, vous êtes chef de village, chef de quartier, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous informer, pour vous donner les informations. Des coins et les recoins, un village, c'est un ensemble de hameaux. Et dans les hameaux, vous avez les cellules de familles. Vous ne pouvez pas maîtriser tout ce qui se passe dans une cellule ou bien dans un hameau. Il faut que vous puissiez avoir des gens qui vous renseignent. Et si vous devez avoir des gens qui vont vous renseigner, tout dépendra de la confiance que vous avez placée en eux. Donc, vos actions doivent pouvoir prendre en compte leurs aspirations. Vous serez désigné pour travailler. Si vous faites bien, vous serez applaudi, acclamé par ces citoyens que vous gouvernez. Parce que quoi? Ils ont la sécurité, ils ont la tranquillité. Ils ne perdent plus leur bien comme ça, puisque vous direz le quartier, vous avez réussi à évader tous les repris de justice du quartier pour qu'il y ait la paix dans le quartier. C'est ce que veulent les citoyens à la base. Il faut qu'il y ait une complicité entre le chef de quartier et ses administrés. Et si le chef de quartier respecte les critères du parti, mais n'a pas la confiance de sa communauté? Eh bien, non, je ne pense pas. Parce que quelque part, on ne va pas, ce n'est pas pour rien qu'on parle d'enquête de moralité. Il faut avoir une bonne moralité. La bonne moralité, je crois que au cours de cette enquête, le parti saura qui est qui. Celui-là, est-ce qu'il est bon pour ses citoyens? Donc, c'est l'enquête de moralité qui va définir tout le reste. Même si le candidat remplit les critères, les conditions prévues par le parti et que ce dernier n'a pas la confiance de ses administrés, il ne pourra pas être désigné. Vous, D'accord. vous avez fait cas des conditions. On dit quoi? Il faut que les sous-sessions valident. Les dossiers prennent part, les sous-sessions viennent aux sessions avant d'atteindre la direction politique du parti. Donc, c'est toute une chaîne. Ça suit une chaîne. Donc, sur toute la ligne, je ne pense pas qu'il y aurait des failles. Hein. Si la sous-session n'a pas vu une faille, la faille qui n'a pas été vue dans le dossier par la sous-session peut être vue par
la cellule. Maintenant, si la cellule aussi n'a pas vu la direction politique du parti, c'est vrai, ça c'est le haut, c'est le sommet. Mais lui peut, c'est-à-dire, elle peut du moins désigner quelqu'un pour aller dans le quartier. Mais ce qui est bizarre, ça peut ne pas se faire comme ça. Parce que c'est pas pour rien qu'on parle de sous-section. Sous-section, c'est les villages. Donc, c'est ceux qui sont dans le village qui maîtrisent le comportement. Parce que quand on est dans un parti, vous devez connaître le comportement des uns et des autres. C'est vous qui validez. Est-ce qu'il répond ou pas? Si vous acceptez, vous envoyez. C'est ce que vous envoyez qu'on valide. Vous ne pouvez pas envoyer autre chose et que le parti va faire autre chose. Mais il peut arriver que le parti prenne des dispositions pour vous imposer un choix. Nous avons vu comment les maires ont été désignés dans ce pays. On leur a dit, on a dit à chaque parti d'aller s'entendre, désigner, envoyer des noms suivant des critères. Mais il s'est fait que les membres des partis ne s'entendent pas et pas fini, un nom a été imposé. Donc, je ne souhaite pas qu'on assiste encore à cette scène. Il faut que de la base jusqu'au sommet, il y ait entente pour que celui qui est désigné depuis la base puisse être retenu. D'accord. Thomas Ronjo, est-ce que ces critères fixés par le parti UP, le renouveau, ne va pas peut-être créer des différends, des petits conflits déjà au niveau des localités, de la Oui, communauté à la base? et on se réjouit que désormais on aura affaire à des CV, des chefs villages, des chefs quartiers, de bonne moralité, de bonne moralité. Parce que, vous savez, on dit le choix va se faire depuis la base. Est-ce que à la base, des choix conséquents seront faits? C'est ça le problème. Il y a des gens qui ont une influence sur la population, alors qu'au point de vue moralité, bon, ils ne sont pas bien. Il faut faire des enquêtes et bien sonder le terrain avant de dégager celui qui pourra gérer et présider aux destinées de ces localités. Donc, les erreurs, c'est possible, elles sont humaines, mais il ne faudrait pas les répéter à tout moment, parce que c'est les populations qui vont en souffrir après. Donc, je crois que c'est une bonne disposition que le parti UPR vient de proposer. Je crois que personne ne peut aller contre. D'accord. Nativité Yomain, la même question pour vous. Est-ce que ces critères fixés ne vont pas créer des mésententes, des grincements de dents déjà au niveau des localités, au niveau de la communauté à la base? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si c'est ce que veut le peuple, je ne pense pas que cela crée encore euh, d'autres situations, d'autres mécontentements. Non. Vous êtes militant, vous savez que vous êtes militant, vous avez vos cotisations à jour, vous respectez les principes, les critères du parti, vous êtes fidèle au parti. Et si Maintenant, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes, j'aspire à ce poste, mais je oui, ne remplis pas tous ces mais critères-là? ça fait net. Mais comment ça? On a énuméré des critères pour la désignation. Maintenant, si vous êtes membre influent du parti, que vous ne remplissez pas les conditions, vous n'êtes pas dedans. Est-ce que cela exactement ne va pas créer des frustrations au niveau? Frustration, je ne pense pas, parce que nous sommes dans la trêve politique. Donc, si ça vous fâche, ça va vous fâcher pour rien. Mais quand on parle de désignation, ça n'a jamais été apprécié par tout le monde. Parce que celui qui est désigné, c'est vrai, lui, il est content, mais dans le même temps, ses propres amis qui
voulu être désignés, qui n'ont pas été désignés, seront contre lui. Mais c'est celui qui est désigné qui fera tout pour faire taire les divergences pour que le travail puisse vraiment marcher dans la localité. Maintenant, celui qui n'est pas désigné, qui est membre du parti et qui pense faire du mal à celui qui est désigné, peut-être former des jeunes pour commettre des impairs dans le quartier, pour qu'on parle mal de celui qui est désigné, je crois qu'il se tue. Parce que quoi? On dit la désignation, ça a un mandat, ça a une durée. Aujourd'hui, ce n'est pas ton tour. Mais demain, rien ne prouve que ce ne sera pas ton tour. Si lui passe aujourd'hui, demain, toi, tu vas passer. Vous êtes dans le même parti. Donc, faites en sorte que le parti puisse résister dans le quartier, puisse résister aux intempéries. Mais vous êtes deux partis. Mais pour les prochaines élections, vous ne serez pas seulement deux partis. Donc, si vous échouez dans le quartier à cause du comportement de quelqu'un, mais celui-là, il n'est pas appelé à rester ensemble avec vous. Donc, les responsables des partis doivent également veiller à tout ceci. Ceux qui ne seront pas désignés parce qu'ils n'ont pas rempli les critères nécessaires et qui vont chercher à nuire le parti, il faut qu'ils sortent des critères pour pouvoir les mettre de côté. Sinon, si on les laisse dans le parti, ils seront des dangers pour le parti politique. D'accord, et quelque part dans la décision du parti, on a parlé des candidatures qui vont remonter des sous-sections au niveau des sessions avant la décision finale Tout du à fait. parti. Qu'est-ce que vous pensez de ce Eh bien, mécanisme-là? c'est très bon parce que la haute direction du parti ne vit pas dans le quartier. Ce n'est pas pour rien que le parti a installé des sous-sessions, des sessions dans les milieux. C'est pour que vous qui dormez, vous qui résidez dans le quartier et qui maîtrisez les réalités du milieu, vous puissiez vous désigner. C'est parmi vous qu'on pourra choisir ceux qui ont rempli les critères, les conditions prévues pour la désignation. Le parti, ne sachant rien de ce qui se passe dans le quartier, ne peut pas venir directement de là-bas pour prendre quelqu'un. Mais tel que je l'ai dit, il peut y arriver. Si vous ne vous entendez pas, le parti peut vous imposer des chefs de village et vous allez subir. Mais ne dites pas après que le parti a mal fait. Le parti a agi parce que vous ne vous êtes pas entendu. Les critères sont bien définis, mais vous ne voulez pas travailler suivant les critères définis. Là, le parti s'impose. D'accord. Thomas Rondio, est-ce que vous pensez que le BR aussi va peut-être emboîter le pas de l'UPR, c'est-à-dire suivre ce que le parti UPR vient de faire pour la désignation de ses CV? Je le pense bien parce que les choix définis pour accéder au poste de CA et de CQ sont bien définis et je crois que ça arrange tout le monde. Maintenant, parlant du choix de ces militants dans les différentes communautés, je prends l'exemple, quelqu'un qui est influent dans son parti et dans les activités qu'il mène pour sa survie quotidienne, c'est des affaires louches. Et ces gens-là ont des jeunes derrière, ont des gens derrière. Vous le choisissez, après un autre groupe se lève, il va à la direction du parti. Ah, celui-ci là, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Voilà, et ça commence. Les luttes internes vont commencer, et la mésentente va s'installer, et
le nouveau chef quartier ou bien chef village, il ne va pas bien jouer, faire son travail. Voilà un peu les problèmes qui vont se poser après. Parce que quand vous choisissez, c'est fini. C'est fini. Et vous êtes obligé de subir, même qu'il soit bon ou mauvais. Voilà un peu les appréhensions que moi j'ai par rapport au choix des CQ et des CV. D'accord, Thomas Roujon, Nativité, votre mot de fin. Vivement que les critères définis par le parti soient respectés par ceux et celles qui veulent être dirigés, qui veulent diriger du moins nos différentes localités pour le bonheur des uns et des autres. Thomas Roujon, votre mot de fin. Oui, on souhaite que chaque localité, aussi bien des CQ dans les villes, les CV dans les villages, soient des hommes dignes, des patriotes qui vont défendre les intérêts de leurs administrés et ils seront porte-parole du parti dans ces localités et au bonheur de tous. Merci à vous, Thomas Roujon. Merci, Nativité Yéoumé. Cyril Podji est resté à la partie technique à ce microphone. Bernice Kokoudui, à demain. Merci de suivre la 103.8 FM. Il est 9h. Gardez en haut. Bête oh, c'est mauvais. Famille oh, compliqué. Content oh,